L'USS Enterprise, visiblement déjà commandé à l'époque par le capitaine Picard, doit se défendre face à une force d'attaque soviétique. Sa force d'escorte comprend un croiseur Congo et plusieurs frégates Oliver Hazard Perry, OHP pour les intimes, plus quelques escorteurs, les Chamsuri spécialisés en DCA et les Pegasus équipés de missiles antinavires. Il dispose aussi de chasseurs F-14 et de bombardiers antinavires FA-18, mais pour un combat à vocation défensive, les navires devraient suffire. Pour cette bataille, comme pour bien d'autres à venir, la tactique consiste à campouser dans un coin en attendant l'arrivée de l'ennemi. Je déploie mes navires de l'autre côté de l'île pour être à l'abri du large et ainsi obliger l'ennemi à venir au plus près où je pourrais focaliser mes tirs sur lui. Je les dispose en formation rapprochée afin qu'ils puissent se couvrir mutuellement contre les missiles adverses à l'aide de contre-mesures électroniques, de missiles antimissiles et d'un Close-in Weapon System, des canons Gatling autoguidés chargés de détruire les missiles dans leur approche finale. Mais pas trop rapprochés, histoire d'éviter qu'un seul missile ennemi puisse toucher plusieurs navires en même temps. L'approche ennemie est progressive, ce qui permet à mes navires de les détruire au fur et à mesure sans risquer d'être submergés par le nombre. En effet, vu la densité de mes défenses antimissiles, il faudrait un tir massif digne de Macross pour les saturer et espérer toucher une cible.
L'ennemi tente une attaque par le flanc avec des petits navires lance-missiles contre l'OHP que j'avais placé pour contrôler la zone et récupérer les points de réquisition, mais leur faible nombre n'en fait pas vraiment une menace. Les tirs de missiles sont coûteux en munitions. Heureusement, la courte portée des engagements fait que mes navires peuvent également utiliser leurs canons. Néanmoins, un ravitaillement s'impose. Éviter d'envoyer mon ravitailleur au milieu de mes navires pour ne pas ajouter à la confusion, et cela a fait qu'il s'est retrouvé sous le feu ennemi. Heureusement, plus de peur que nous. Ce navire se fait un peu trop focus à mon goût, il va aller se mettre à couvert. J'ai voulu envoyer un F-14 intercepter les bombardiers ennemis, mais ma tentative n'a pas été fructueuse. Comme les bombardiers n'attaquaient qu'en petit nombre, leurs missiles furent tous interceptés. En voulant infliger des pertes à l'ennemi, je n'ai fait que sacrifier un appareil inutilement.
chrono est bientôt fini, je peux me permettre une petite contre-attaque pour infliger un maximum de pertes ennemies. Chargez! Trop tard. Bilan de bataille très positif, mais le nombre encore important de navires ennemis fait qu'il y aura d'autres affrontements. L'ouverture des hostilités a eu lieu avant le début de l'offensive nord-coréenne, ce qui laisse l'initiative aux alliés. Hélas, la mobilisation de l'armée sud-coréenne est incomplète et les renforts internationaux n'arriveront sur place qu'au fur et à mesure. Le rapport de force initial est clairement en faveur de l'ennemi. Dès lors, nous disposons de plusieurs options stratégiques pour la première phase de la défense du sol sud-coréen. La première consiste en un raid de l'autre côté de la frontière afin de retarder l'avancée ennemie, ce qui laisserait plus de temps aux renforts pour arriver. Cependant, les unités engagées risqueraient de s'exposer à de lourdes pertes. La seconde consiste à préparer la défense de la première ligne en prévision du choc de l'invasion ennemie tout en poursuivant la mobilisation. Une approche moins risquée mais qui laisse moins de points pour les renforts une fois que l'ennemi aura commencé à conquérir du terrain. Une dernière option consiste en un repli général sur la côte sud pour y attendre le débarquement des occidentaux avant de contre-attaquer. Bien qu'elles permettent de sauvegarder un maximum de troupes sud-coréennes tout en les rapprochant des zones de déploiement des renforts, les troupes ennemies seront laissées intactes tout au long de leur avancée. Le 9e régiment, stationné à Séoul, dispose d'une petite troupe d'infanterie régulière avec une base de ravitaillement mais assez peu d'unités de soutien. Il dispose aussi de quelques bateaux côtiers et d'une infanterie de marine, mais qui ne pourront être déployés que si la bataille se déroule dans un port. Le 2e régiment, à Chuncheon, se compose exclusivement de chars M48 Patton construits dans les années 50 aux États-Unis et qui risquent de ne pas faire le poids seul face aux blindés soviétiques plus récents fournis à la Corée du Nord. Une compagnie de DCA autonome combinant missiles portatifs à moyenne portée, missiles radar à longue portée et artillerie antiaérienne est disponible pour assister d'autres unités. Un peu plus loin, à Wonju, le 13e régiment comprend un peu d'infanterie et quelques unités de soutien. On trouve également à Daejeon une compagnie d'artillerie ainsi qu'une compagnie de reconnaissance et une escadrille de chasseurs avec missiles Sidewinder à courte portée. En arrière, nous avons une compagnie de véhicules anti-chars légers à Daegu, le 1er régiment à Bushan avec des chars lourds K1 de dernière génération, le bataillon des forces spéciales sur hélicoptère ainsi qu'une escadrille de bombardiers légers à Yeosu. L'ennemi quant à lui dispose à Hongjin d'un régiment d'infanterie régulière avec artillerie et DCA intégrés, soutenu par une compagnie anti-chars comprenant missiles portatifs, canons d'assaut datant de la Seconde Guerre mondiale et véhicules légers lance-missiles, plus un régiment de sécurité composé pour moitié de miliciens, destiné à monter la garde. À Kaesong, on trouve un régiment de chars T-72 fourni par l'URSS, une compagnie de DCA et une escadrille de chasseurs bombardiers. À Wonsan, on trouve un régiment d'infanterie de choc, une compagnie de chars moyens avec des types 69 d'origine chinoise et des T-55 d'origine soviétique, un autre régiment d'infanterie assez polyvalent, une compagnie d'artillerie et une compagnie de lance-missiles sol-air.